Bonjour à toutes et à tous. C'est Nicolas, cofondateur de Ozen. Je suis accompagné de Mathieu et de Maximilien qui représentent Contaidel. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire qui sera dédié du coup à l'optimisation de la fiscalité. Bien sûr, spécialement pour les infirmiers libéraux. On est accompagné par un cabinet comptable spécialisé pour les infirmiers libéraux. Donc c'est pour ça que je suis super content d'animer ce webinaire. Et j'espère qu'ils pourront vous donner plein de tuyaux, plein de conseils et répondre à toutes vos questions. Je vois qu'il y en a certains qui commencent à dire bonjour dans le chat. Bonjour à tout le monde. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez au niveau de votre département. Pour qu'on puisse un peu localiser. Bonjour Jérémy, bonjour Adeline. Il y a du monde, c'est génial. En attendant que tout le monde se connecte, je vais juste vous présenter l'interface, l'outil sur lequel on présente le webinaire. Donc, je vois que vous avez bien pris connaissance du chat. Donc, n'hésitez pas à indiquer tout ce que vous souhaitez dans le chat. Si vous souhaitez poser des questions, vous savez qu'à la fin, il y aura une session de questions-réponses. Les questions, ne les indiquez pas dans le chat, mais plutôt dans la partie questions, qui se situe normalement à droite de votre écran. Donc voilà, si jamais vous posez des questions dans le chat, ne vous inquiétez pas, on essaiera de les remettre dans la partie questions pour qu'on puisse y répondre. Vous pouvez également réagir tout au long de la présentation via des petits emojis qui se situent normalement au centre de votre écran. Vous voyez qu'il y a des pouces. Moi, je mets un petit cœur. Donc voilà, n'hésitez pas, s'il y a des sujets qui vous intéressent, qui vous font peur, que vous trouvez top, n'hésitez pas à mettre des petits emojis pour que nos intervenants puissent le voir en direct. Et enfin, avant de commencer, je vais vous proposer de répondre à 3 questions via le biais d'un sondage. Donc, normalement, ça va s'afficher sur votre écran. Donc, je vais attendre qu'il y ait des réponses pour passer aux questions suivantes. Il y aura 3 questions. La première question, c'est tout simplement, connaissez-vous Contaidel ? Vous pouvez mettre oui ou non directement sur votre écran. Je vais attendre de voir qu'il y ait des réponses. OK. Comme ça nous permet aussi de voir si on vous fait découvrir de nouveaux intervenants, de nouvelles entreprises ou pas. Donc voilà, je vois qu'il y a eu pas mal de réponses. Je vais poser la deuxième question qui va s'afficher sur votre écran et qui vous demande un peu comment vous vous sentez par rapport à la comptabilité. Je vous laisse répondre. Et ensuite, je passerai à la dernière question. OK, je vois que ça vote bien. Donc, dans la majorité des cas, c'est soit c'est compliqué, soit je ne suis pas vraiment sûr de ce que je fais. OK. Et enfin, la dernière question, donc là, c'est vraiment ce qui vous concerne, vous, à titre personnel, voire professionnel même plutôt, c'est quel est le statut juridique de votre activité professionnelle ? Est-ce que vous êtes en CELARL, micro-BNC, au régime réel ? Est-ce que vous ne savez pas, ou est-ce que vous êtes sur un autre type de régime qui est moins commun ? OK, donc là, on a beaucoup de micro-BNC et de régime réel. C'est assez partagé. Il y a quand même pas mal de personnes qui ne savent pas. Donc, c'est intéressant, ça aussi. OK, et quelques personnes en CELARL. Voilà, OK. Donc là, j'imagine que tout le monde est là. Je vois que ça s'est bien rempli. Donc je vais pouvoir enchaîner. Le but, c'est qu'on reste ensemble entre 45 minutes et 1 heure. Je vais pas dépasser les 15h30. Donc voilà, il nous reste une petite heure ensemble. Donc, juste pour commencer, je pense que la majorité d'entre vous, vous connaissez Ozen, étant donné qu'on vous a tous invités. Donc, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus. Pour ceux qui connaissent moins Ozen, c'est un logiciel de télétransmission, mais aussi de gestion de tournée de dossiers de soins, de transmission.
et de facturation. L'idée, c'est que c'est vraiment un logiciel qui vous permet de collaborer entre les différents membres du cabinet, qui vous permettent de vraiment tout gérer de A à Z depuis votre téléphone portable ou depuis votre ordinateur. Donc voilà, n'hésitez pas à tester pour ceux qui ne connaissent pas, c'est gratuit et il n'y a que certaines fonctionnalités type la facturation qui sont payantes. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment offrir une superbe expérience à nos utilisateurs en leur proposant un logiciel qui soit 100% mobile, 100% partagé, accessible gratuitement, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Comment on arrive à faire ça? C'est en vous mettant entre les mains un outil qui est extrêmement simple d'utilisation. Le but, c'est que ça puisse convenir à toutes les personnes du cabinet. Souvent, j'entends que je ne suis pas à l'aise en informatique, etc. J'ai envie de dire, ça tombe bien. Nous, on est à l'aise en informatique et nous, on va faire en sorte que vous puissiez utiliser un outil professionnel de la façon les plus simple possible. Aujourd'hui, on a plus de 26 000 utilisateurs et on est super bien noté sur Android ou iOS, sur les stores, une note de 4,8 sur 5. Donc, on est très fiers de ça et on travaille tous les jours pour continuer d'améliorer votre expérience. Et enfin, on ne se vend pas uniquement comme un logiciel qui vous sert à répondre à vos besoins techniques du quotidien. On veut être un partenaire fiable et à l'écoute de vos besoins. C'est pour ça qu'on a un super service client qui est disponible 7 jours sur 7, qui répond vite et bien, qui prend en compte toutes les demandes que vous avez pour améliorer l'application. C'est super important pour nous. Et aussi, c'est aussi pour ça qu'on organise ce type de webinaire qui n'est pas du tout dédié au logiciel de facturation infirmier, mais vraiment pour vous pour vous donner de la documentation, vous donner du savoir qui va vous permettre d'améliorer votre exercice. Donc voilà, j'ai suffisamment parlé. Je laisse la main. Je laisse la main à mes deux collègues du jour qui vont vous présenter Compta IDEL. Merci Nicolas. Alors je vais juste présenter moi cette fois-ci la présentation. Alors, voilà, normalement, c'est pour ça. Donc, bonjour à tous. Merci Nicolas, du coup, pour cette courte présentation de Ozen et de notre cabinet Compta IDEL. On en parlera un peu plus après. Bienvenue à ce webinaire où, du coup, on va voir le sujet d'optimiser sa fiscalité en tant qu'infirmière libérale ou infirmier libéral. Il ne faut pas oublier aussi les infirmiers masculins qui sont aussi tout importants dans votre profession. Je me présente, donc moi c'est Maximilien Demoustier, donc je suis de Compta IDEL et je suis accompagné de Mathieu Lepriol de Compta IDEL également. Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, au sommaire de ce webinaire, on va vous présenter tout d'abord le cabinet Compta IDEL et ensuite on fera une petite aparté sur le constat terrain. Ok, ensuite, nous allons voir comment optimiser votre fiscalité en tant qu'infirmière libérale et on fera un petit point dans les questions-réponses comme évoqué par Nicolas précédemment. Du coup, Mathieu, qui sommes-nous et que fait-on pour les infirmières libérales? Alors, Compta IDEL, on est un cabinet spécialisé pour les infirmiers et infirmières donc libérales à 100%. Donc, on est depuis 2016 sur le marché et on est spécialisé et réactif pour plus de 1000 infirmiers et infirmières libérales à travers la France et dans les dom-toms. Qu'est-ce qu'on fait pour vous? Donc, on optimise votre situation professionnelle. On vous accompagne dans l'immobilier, dans le changement de véhicule, le changement de statut, de remplaçant à titulaire, le déménagement de votre adresse professionnelle. On fait également des prévisionnels et des attestations quand les banquiers vous le demandent. On vous aide à l'installation, donc sur le guichet unique de l'INPI, pour avoir ce fameux numéro SIRET, Sirène. Sinon, on fait de la comptabilité, de la fiscalité, du social et du juridique. Et surtout, chez Compta IDEL, chaque infirmière libérale est accompagnée par un comptable qui est dédié, qui assure un suivi annuel, mais il peut être trimestriel ou semestriel, même mensuel, en cas de besoin. Et on fait surtout les modulations URSSAF et Carpinco, qui sont le nerf de la guerre quand on est infirmière libérale en activité. Mathieu, quel type de clients on accompagne tous les jours au cabinet? Au niveau du constat terrain, du coup, on a scindé trois typologies de clients. On a dans un premier temps, du coup, les nouvelles installées, ce sont on va dire, les infirmières libérales remplaçantes, souvent, qui arrivent sur le marché, qui ne connaissent pas trop comment ça se passe en termes d'administratif, sont un petit peu perdus et qui cherchent un accompagnement clair.
Donc, on parle réellement des infirmières qui viennent d'avoir leur autorisation de remplacement ou leur conventionnement s'ils ont acheté directement une patientèle. Elles sortent de l'hôpital, ces infirmières ou ces infirmiers, elles ne connaissent pas du tout l'administratif, elles sont submergées des informations qu'ils trouvent partout, donc sur les différents sites internet ou sur les réseaux sociaux. Et donc, on est là pour les accompagner sur cette typologie de clientèle, donc les nouvelles installées. Exactement, on a également du coup l'IDEL qui est déjà en activité depuis un petit moment, pourquoi pas, qui cherche un petit peu plus de conseils, à être du coup, on va dire, un suivi un peu plus sérieux peut-être et un accompagnement un peu plus optimisé. Ok, donc on est vraiment sur une infirmière déjà installée qui a peut-être déjà un expert comptable. Alors nous, on ne va pas parler de ce sujet-là, on va juste vous dire qu'on ne se contente pas de faire juste votre classe fiscale au mois de mai. On va vous accompagner tout au long de l'année, on va répondre à toutes vos questions et surtout on va proagir, on ne va pas être dans la réaction de chiffres déjà réalisés. L'objectif, c'est d'agir quand les chiffres sont réalisés et pas après. Tout à fait. Et Et ensuite, pour finir, du coup, il y a également l'IDEL qui, peut-être même déjà titulaire, qui exerce depuis un certain nombre d'années, qui a besoin d'un peu plus d'accompagnement spécialisé, service fiable et professionnel, et qui cherche du coup peut-être une certaine forme d'optimisation à travers la comptabilité. d'accord, donc c'est l'idée vraiment qui veut aller plus loin, donc qui veut être accompagné dans tous les sujets qui gravitent autour de son activité, comme les zones d'exonération, donc ZFRR, ZFU, acquisition de patientèle ou la cession, conventionnement, de l'immobilier qui gravite autour, donc que ce soit le local professionnel ou autre. Donc voilà, c'est vraiment des idées qui veulent un accompagnement pointu. Donc nous allons maintenant donc entrer dans le vif du sujet et parler d'optimisation fiscale de votre activité libérale. Alors peut-être avant de parler d'optimisation, est-ce qu'on pourrait un petit peu plus approfondir sur le statut, comprendre un petit peu comment ça fonctionne? Bien entendu. Donc avant de parler de cette optimisation, il faut comprendre que vous êtes une entreprise individuelle dans la majeure partie des cas. C'est le statut le plus libre qui existe pour exercer son activité d'infirmière libérale. Donc vous exercez en nom propre, pas de société, pas d'associé. Vous êtes quand même immatriculé à l'INPI, donc le numéro SIREN-SIRET, et c'est le numéro que l'administration connaît et qu'il sait que vous existez comme professionnel de santé. Donc ça, c'est le statut juridique. Après, nous avons le statut fiscal qui est le BNC. Donc, BNC, familièrement parlant, donc le bénéfice non commerciaux, les bénéfices non commerciaux. Donc, ça, c'est une catégorie fiscale, donc de l'impôt sur le revenu de la célèbre 2042 qu'on déclare très souvent fin mai, début juin. Et donc, du coup, quand on parle de BNC, ça signifie simplement le revenu de votre activité libérale. Donc là, tu nous parles un petit peu de revenus, mais qu'est-ce qui se passe réellement dans les déclarations? Alors, dans les déclarations, c'est tout simple. Il y a deux régimes qui s'opposent. Le régime micro, donc spécial, régime spécial, ou le régime de la déclaration contrôlée, le réel, l'alias 2035. Simplement, le régime spécial micro, vous déclarez seulement votre chiffre d'affaires sur la 2042, comme vu précédemment, votre déclaration d'impôt personnel. L'administration fiscale applique automatiquement un abattement de 34%. Ces 34%, c'est un forfait de charge. Donc, en contrepartie, vous ne détaillez aucun frais réel. C'est vraiment un forfait de charge. Attention, ce micro est valable que si vous faites un chiffre d'affaires en dessous de 77 700 euros en 2025 et que vous n'avez pas opté pour le réel l'année précédente. Le régime de la déclaration contrôlée, cette fois-ci, c'est un régime qui est beaucoup plus complet. On va remplir une liasse qui s'appelle alias 2035, une liasse fiscale. Nous, on s'en occupe pour tous nos clients. Vous pouvez déduire toutes vos dépenses et charges professionnelles. C'est plus précis, mais un peu plus technique à faire. Il faut savoir que plus vos charges sont élevées, plus le régime réel devient intéressant, quel que soit le niveau de chiffre d'affaires, même si on respecte du coup ces 77 700 euros du régime micro. Alors, merci pour les explications, mais concrètement, comment ça se passe? Alors, concrètement, plus clair, en micro BNC, le bénéfice imposable est calculé de façon forfaitaire. Bénéfice égale chiffre d'affaires moins ces 34%. 34%, ce n'est pas vous qui les calculez, c'est l'administration fiscale. On déclare juste le chiffre d'affaires. Donc, les impôts ne regardent pas du tout vos dépenses. Au régime réel, déclaration contrôlée, donc votre bénéfice est calculé de manière plus précise. On a bénéfice égale chiffre d'affaires encaissé moins dépenses professionnelles payées. Bien entendu, tout ça sur un compte professionnel qui est dédié à votre activité et toutes vos charges personnelles sont prises en compte et doivent être justifiées. Mais micro-réel, au final, la notion la plus importante, c'est le bénéfice imposable. Il sert de base pour calculer l'impôt, l'URSSAF et la Carpingo. Donc, du coup, on a expliqué le statut juridique. Maintenant, on va voir comment optimiser. C'est vraiment le sujet d'aujourd'hui sur ce webinaire. Donc, on va déjà parler de votre rémunération. Au niveau de la rémunération, du coup, comment ça se passe? Tous les mois, vous recevez de vos honoraires encaissés. Globalement, on appelle ça le chiffre d'affaires.
Ce chiffre d'affaires, on l'encaisse totalement sur un compte bancaire professionnel, du moins dédié à l'activité. Le compte pro n'est pas obligatoire. Jamais sur le compte perso. Ce chiffre d'affaires, on va tous les mois le diviser en deux. C'est la méthode du 50-50. La moitié qui va aller directement sur votre compte bancaire perso et l'autre moitié qui va se retrouver sur le compte professionnel. L'autre moitié sur le compte pro va nous servir à payer toutes les charges en lien avec votre activité professionnelle. On a déjà un matelas de sécurité qui est compris à l'intérieur. Globalement, ce matelas de sécurité, il peut nous servir à financer peut-être des charges imprévues, pour le coup. Une bonne trésorerie professionnelle, c'est l'équivalent à peu près 3 mois de charges fixes d'avance. Pour comparer un petit peu à ce qui se passe avant d'être infirmière libérale, quand vous êtes à l'hôpital, vous touchez, du coup, vous avez votre fiche de paye et en dessous, vous avez votre net à payer. Cette net à payer, enfin, que vous recevez sur votre compte bancaire personnel, il y a tout qui est déjà déduit. Donc, les charges sociales qui sont payées par votre employeur et l'impôt sur le revenu. Quand on parle de rémunération d'une infirmière libérale, on parle d'une rémunération brute. Donc, les charges sociales sont payées sur le compte professionnel et après, il faut aussi prévoir l'impôt sur le revenu qui va passer sur le compte personnel. C'est pour ça qu'il faut bien optimiser ces 50% de rémunération personnelle. Là, on a vu du coup chiffre d'affaires, bénéfice imposable, revenus, rémunération. Mais pour descendre ce bénéfice imposable sur le régime réel, il existe des charges déductibles, je pense, pour optimiser justement fiscalement ce bénéfice. Qu'est-ce que tu peux me dire, Mathieu, sur ces charges déductibles? Alors, au niveau des charges, du coup, la partie un petit peu plus intéressante. Globalement, la principale, ce sont les cotisations sociales obligatoires. URSSAF pour la sécurité sociale et la Carpinco pour la caisse de retraite. Elles vont être équivalentes à peu près à 25% de votre chiffre d'affaires annuel, entre 20 et 25%. En parallèle de ça, on va avoir les frais de véhicule. Tout ce qui va être carburant, assurance, entretien. On va même aller jusqu'au lavomatique ou alors même encore le carrossier si jamais il y a des petites rayures sur le véhicule. Tout ça, ça se finance depuis le compte bancaire professionnel et ça constitue une charge. Au niveau des frais de santé, mutuelle, prévoyance, retraite, pareil. Ce sont des dépenses que l'on paye depuis son compte bancaire professionnel. C'est entièrement donc déductible. Un petit peu au niveau de la prévoyance, nous on conseille de revoir vos prévoyances tous les 2 ans à peu près. Au niveau des frais de repas et de réception, deux choses à savoir. Les frais de repas, dans un premier temps, du coup, c'est dès lors que vous travaillez tous les midis, vous pouvez aller vous restaurer dans un fast-food, dans un petit restaurant, pourquoi pas. Il faut que ce soit du prêt à manger. On ne peut pas malheureusement aller faire ses courses et le financer avec le compte professionnel. En parallèle de ça, on va avoir donc les frais de réception. Ça, c'est du lundi au dimanche, le midi ou le soir, quand vous voulez. On va dire 2-3 restaurants par mois financés par le compte bancaire professionnel et qui sont censés donc être avec vos collègues et sur le ticket de caisse, bien écrire du coup repas avec les collègues. On terminera du coup par tout ce qui est téléphonie et Internet que l'on paye depuis le compte bancaire professionnel. On peut directement basculer le RIB sur le compte pro. Après Mathieu, moi je veux juste revenir sur un sujet, sur les frais de véhicule. On parle souvent dans la profession d'indemnité kilométrique. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce sujet? Tout à fait. Alors, au niveau des frais de véhicule, on aura deux options, les frais kilométriques ou les frais réels. Au niveau des frais kilométriques, on va récupérer dans le nombre de kilomètres parcourus annuellement. C'est pour ça qu'on vous conseille mensuellement de noter les kilomètres parcourus. Alors, environ, on n'est pas au kilomètre près. Et l'objectif, ça va être de multiplier vos kilomètres parcourus par le barème donné par le service des impôts. Et ça va nous donner un résultat. Ce résultat, on le met de côté. On va avoir en parallèle tout ce qui va être frais réels. On va de notre côté additionner tout ce qui va être carburant, assurance, entretien et toutes les charges en lien avec le véhicule réellement dépensées. Ça va nous donner également un résultat. Ce résultat, on va le comparer à celui des frais kilométriques et on prendra à chaque fois, à chaque fin d'année, le plus avantageux pour vous, celui qui est le plus intéressant, qui va nous amener à créer le plus de charges. Merci Mathieu. Deuxième point sur les frais de santé. Il existe une loi qui permet de déduire. Comment elle s'appelle cette loi? Exactement, et c'est la loi Madeleine pour tout type de contrat en assurance qu'il faut choisir. Ok, donc si vous n'avez pas un contrat Madelin, faites-le vite changer parce que sinon on ne pourra pas déduire vos charges de frais de santé facultatifs. Est-ce qu'il existe d'autres charges déductibles? Oui, il y en a d'autres, Parfait. notamment tout ce qui va être dépenses de formation. Déjà, la formation, c'est une obligation pour votre activité. Il faut faire au minimum 2 actions de formation sur 3 ans d'activité. Donc, formez-vous. Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à des risques. Blâme, radiation. L'objectif, c'est pas d'aller jusqu'ici. Le loyer du cabinet également, donc tous les mois, notamment pour les titulaires, ou la redevance de collaboration pour les collaboratrices, passe intégralement sur votre compte bancaire professionnel et ça fait partie de vos charges. Les frais de blanchisserie également, du coup, c'est un forfait qui va être mis en place donc par votre comptable directement. Ce forfait qui est délimité par le service
des impôts va nous permettre donc de créer toujours un petit peu plus de charges. Et on terminera du coup par les cadeaux, cadeaux patients ou même cadeaux partenaires, pourquoi pas. Là, l'objectif, c'est voilà, limiter quand même les dépenses en termes de cadeaux. On est globalement sur 1 000 € de cadeaux patients par an. En tout cas, c'est ce que nous, on admet au cabinet. 80 € par mois de cadeaux patients, on va dire après maximum. Il faut que ça reste des cadeaux cohérents. Il faut que ce soit voilà, pourquoi pas un petit bouquet de fleurs, livre, boîte de chocolat, pourquoi pas. Si vous achetez le dernier iPhone, ça ne marchera pas. Malheureusement, un cadeau patient. Et sur le ticket, notez bien le nom ou du moins que c'est un cadeau patient, au minimum. Merci Mathieu. Donc, par exemple, moi, au cabinet, j'adore le chocolat blanc. En plus, on arrive dans la période de Noël, donc n'hésitez pas à faire des beaux cadeaux à vos comptables. C'est déductible en plus de vos charges et ça peut être toujours intéressant. Bien entendu, c'est une boutade. Allez, on va commencer du coup sur nos premiers conseils aussi, parce qu'on reste sur les charges déductibles de votre bénéfice fiscal, donc ce que tout le monde connaît normalement. Et derrière, on va voir qu'est-ce qu'on peut. Exactement. Il y a aussi des petits tips en tant qu'actionnaire libéral. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par les chèques emploi-service unipersonnel. Donc, le mot le plus intéressant dans ces chèques, c'est la valeur qui est préfinancée. Donc, il faut d'abord les acheter sur des sites spécialisés. Ces CESU préfinancés permettent de payer tout ce qui est service à la personne, à domicile, ménage, garde d'enfants, jardinage, soutien scolaire, mais aussi cours d'anglais, cours de cuisine ou le coach sportif aussi pour être beau l'été sur la plage et pour rester en forme. Donc oui, les IDEL, infirmiers libéraux, vous avez le droit d'acheter des CESU préfinancés sur votre compte professionnel à hauteur de 2 540 € sur l'année 2025. Cela sera déduit à 100% de votre résultat fiscal et à 100% de vos résultats sociaux. Donc, on va pouvoir gagner en charges sociales, d'URSSAF et Carpinco et en impôts. Deuxième avantage sur les CESU, on bénéficie également d'un crédit d'impôt de 25% sur votre 2042, en plus de toutes les réductions qu'on a eues sur votre BNC. Donc, si on achète 2 540 € de CESU en 2025, on bénéficie de 635 € de crédit d'impôt sur la 2042 et sur votre imposition de fin d'année. Donc, ces CESU permettent d'améliorer votre condition de vie aussi à la maison sans trop plomber votre portefeuille personnel. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces services à la personne doivent être vraiment à domicile. Donc, le fournisseur que vous prenez pour le payer, il faut qu'il soit agréé pour les CESU. Donc, c'est une petite étape à regarder avant de payer en CESU. Et même, on l'a vu de façon actuelle, il y a peu de temps, des crèches aussi acceptent les CESU. C'est ça, voilà. Il faut vraiment être sûr et bien demander, mais il y a certaines crèches qui acceptent les chèques CESU. Donc, dans le même principe, Mathieu, est-ce qu'il existe un autre chèque pour les infirmières libérales et aussi pour se faire plaisir? Oui, et peut-être qu'il vous parle un petit peu plus pour le coup, et peut-être un peu plus intéressant, les chèques vacances, globalement, pour partir en vacances, c'est sûr, hôtel, transport, parc d'attractions, activités sportives ou autres, on peut globalement financer quand même déjà pas mal de petites choses avec ces chèques vacances. Pour 2025, vous pouvez prendre depuis votre compte bancaire professionnel jusqu'à 1 801 €. Donc, 1 801 €, c'est un barème qui est indexé en fonction du SMIC brut français. Donc, globalement, s'il augmente un petit peu en 2026, il sera aussi amené à évoluer légèrement. Ce qu'il y a d'intéressant avec les chèques vacances, c'est que donc la part que vous allez prendre sera entièrement déductible et passe dans vos charges. Et en plus de ça, 30% de la somme que vous allez prendre vont être déduits du futur calcul de vos charges sociales, URSSAF et Carpinco, soit pour 1 820 €, 540 €, ce qui est tout de même pas mal. Pourquoi en profiter? Tout simplement pour renforcer votre pouvoir d'achat, une fiscalité optimisée et également, ils sont déjà acceptés dans beaucoup d'endroits en France, surtout dans le sud de la France. On peut bien en profiter de ces chèques vacances. Merci Mathieu. Est-ce qu'il y aurait un autre petit tips? Oui, et là, je vais m'adresser du coup aux remplaçants. Donc, seulement les remplaçants. Donc, je ne vous floute pas les collaborateurs et les titulaires, on en parlera un petit peu après. Mais les remplaçants, vous pouvez vous verser un loyer à vous-même. Ça veut dire quoi, se verser un loyer à soi-même? C'est qu'on va prendre du compte professionnel vers le compte personnel pour payer, on va dire, l'occupation professionnelle de votre domicile. Pourquoi votre domicile? Parce que quand vous créez votre activité sur l'INPI, on déclare votre adresse de domicile pour votre activité professionnelle, en tant que remplaçant toujours. Donc, le loyer devient une charge déductible proratisée selon votre occupation professionnelle. Quand on est locataire, l'avantage, il est complet. On a juste à déduire sur le BNC. Par contre, si vous êtes propriétaire, malheureusement, les loyers que vous aurez déduits sur le BNC devront être reportés en revenus fonciers. Mais grâce à l'abattement pour le microfoncier, on peut toujours avoir des variables d'ajustement qui sont toujours intéressantes sur votre déclaration fiscale.
Pour les titulaires, vous voyez, je ne vous oublie pas, ou pour les collaborateurs, vous pouvez également acheter votre local professionnel sous forme de SCI. Donc, on vous accompagne aussi au cabinet dans tous ces montages patrimoniaux et ça permet de garantir l'avenir, la retraite et pourquoi pas optimiser aussi le bénéfice l'année où on achète cette SCI. Mathieu, du coup, on a passé nos premiers tips, on en a d'autres bien entendu, mais c'est les plus courants. Est-ce qu'il y a des erreurs ou des arnaques qui peuvent arriver quand on crée notre activité d'infirmier libéral? Oui, et malheureusement, il y en a beaucoup et je suis prêt à parier que beaucoup d'entre vous ont déjà reçu des appels pour vendre des formations dites obligatoires. Alors attention, c'est vrai qu'effectivement, se former, c'est une obligation, mais il vaut mieux passer par des organismes officiels, même fortement conseillés. Globalement aussi, des petits appels pour de la vente un petit peu forcée, des appels un petit peu scrupuleux, pour vous vendre des prévoyances ou des types d'assurances qui ne sont pas forcément on va dire, un lien avec l'activité ou qui ne vous couvre pas forcément comme il le faut. À ce moment-là, on vous conseille fortement de passer soit par un courtier qui est spécialisé, dédié pour votre activité. On a d'ailleurs, nous, un partenaire qui est dédié pour votre activité, ou encore, sinon, passer directement par votre assureur, la personne en qui vous avez confiance et qui a du coup l'habitude de traiter votre dossier, qui vous connaît bien. Comme vous le voyez également donc sur l'écran, sur le PDF du coup qui est mis à votre disposition, à droite, on a un type de courrier qu'une de nos clientes, pour le coup, a réellement reçu, qui est totalement faux, qui apparemment viendrait du registre des sociétés européennes. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà eu ce type de courrier. On demande de payer 128 € pour la démarche de création de l'entreprise. Bien évidemment, c'est faux. Tout ça est entièrement gratuit. C'est une arnaque. Ok, merci Mathieu. Il faut savoir aussi que sur ces appels incessants, etc., dès que vous en avez un, on vous avait normalement un contact qui est dédié. Donc, ne payez pas trop vite. Posez la question, ça peut vous sauver un petit peu de trésorerie. Question bête, pourquoi on reçoit du coup ce type de courrier? Comment connaissent-ils mes informations personnelles en tant qu'infirmière libérale? Eh bien, c'est simple. Dès lors qu'on fait la déclaration, la création donc, de l'activité, ces informations, on va les intégrer, les remplir et donc, du coup, elles vont être mises de manière publique. Il n'y a pas une solution pour les cacher? Si, il y a une option, il faut cocher une petite case sur le site, le fameux site de l'INPI, où du coup, on peut essayer, on va dire, d'éviter la prospection et d'éviter que nos informations se dévoilent de manière publique. Alors, par contre, il y aura toujours quelques petites informations qui sont obligatoires et qui seront préinscrites. D'ailleurs, on le voit sur le courrier, même si elles sont floutées, ce sont des petites choses qui ont été prises à partir, notamment le numéro de TVA, le numéro de SIRET, SIREN, la ville où vous exercez. Ce sont des choses que malheureusement, on ne peut pas Cacher. forcément enlever. C'est bien ça. Merci Mathieu. Avec plaisir. Je pense qu'il y a un dernier petit tip justement pour les infirmières qui sont peut-être titulaires et qui ont envie d'aller un peu plus loin, notamment dans la déduction. Tu peux Ok. nous en parler? Bien sûr. Alors, il faut savoir, je vais reprendre mon introduction du début. Quand on est infirmière libérale, on crée notre statut en entreprise individuelle. Très souvent, c'est là le statut le plus courant. C'est un statut qui est très libre. Vous faites ce que vous voulez, entre guillemets, de votre compte professionnel. Il y a juste, si on se trompe, de mettre en perso. Voilà, vous l'avez tous entendu, votre comptable dire, là, je vais mettre en perso, on ne peut pas le déduire. Ça, c'est très libre. On fait ce qu'on veut. Il y a un statut qui est plus engageant qui s'appelle la CELARL. J'ai entendu Nicolas tout à l'heure qu'il y avait quelques personnes présentes au webinaire qui étaient déjà en CELARL. Donc, c'est un statut qui est plus engageant pour un infirmier ou une infirmière libérale. Pourquoi? Parce qu'on va devoir tout justifier. La CELARL, elle sert à quoi? Elle sert à un infirmier qui veut se rémunérer moins que son bénéfice actuel. Exemple tout bête, je gagne 100 000 € en bénéfice, je ne parle pas de chiffre d'affaires, de bénéfices imposables, mais je me rémunère qu'à hauteur de 60 000 €, 5 000 € de prélèvement personnel par mois. Mais je paye mes cotisations sociales, URSSAF, Carpinco et impôts sur mes 100 000 €. Et pourtant, je prends que 60 000, excusez-moi, je me perds dans mes chiffres. L'objectif de la CELARL, c'est de payer à juste titre le juste montant sur les cotisations sociales URSSAF et Carpinco et l'impôt sur les 60 000 €. Bien entendu, la contrepartie, qu'est-ce que c'est? C'est l'impôt sur les bénéfices qui n'est que de 15 %. C'est pour ça que si vous en avez marre de payer trop de cotisations sociales et dont votre taux marginal d'imposition est de 41 %, donc on est quand même sur des valeurs hautes de taux marginal d'imposition, la CELARL peut être optimisée pour vous. Les avantages, qu'est-ce que c'est? C'est une baisse, une maîtrise des cotisations sociales et de l'imposition, un refinancement de votre patientèle. Bien entendu, quand on va passer d'une EI, entreprise individuelle, au BNC, à la CELARL, on peut se revendre la patientèle à la CELARL. La trésorerie qui va en découler pourra financer des projets personnels.
Ça peut être intéressant si vous avez des travaux de rénovation dans votre maison. Grâce à cette CELARL, on pourra les financer. Et surtout, on va pouvoir aussi optimiser le patrimoine parce qu'une fois qu'on est en CELARL, c'est porte ouverte à tous sur une holding, sur des SCI, etc. Les limites, qu'est-ce que c'est? C'est une gestion plus technique, compta et juridique. Juridique, pourquoi? Parce qu'il faut faire du juridique annuel pour, on va dire, affecter le résultat de l'année et surtout un coût de fonctionnement plus élevé parce que les coûts de création d'une CELARL, déjà la création, ça a quand même un petit tarif, pas comme l'entreprise individuelle où c'est gratuit, comme a expliqué Mathieu précédemment. Et après, le coût des honoraires comptables aussi, parce que c'est plus engageant, on doit plus justifier, il y a plus de formalités à faire. Très bien. Voilà. Merci, Maximilien, c'était très clair. Voilà, du coup, on vous écoute. Nicolas, on te repasse la main pour les questions. J'ai vu qu'il y en avait pas mal. On va y répondre, tenter d'y répondre en direct. Et Maximilien, peut-être si tu peux juste terminer au niveau des… Entre-temps, le temps que Nicolas pose des questions, n'hésitez pas du coup pour aller plus loin. Donc, soit vous pouvez prendre rendez-vous directement avec Mathieu sur le QR code à gauche et vous pouvez aussi rejoindre notre communauté IDEL. On a créé une communauté WhatsApp où, ouvert à tout le monde. Ouvert à tout le monde, où toutes les infirmières libérales peuvent poser leurs questions, raconter leur vie et leurs petits bobos d'infirmières libérales dans le blabla des IDEL. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et on t'écoute, Nicolas, pour les questions. Super, merci beaucoup à tous les deux, c'était top. N'hésitez pas à nous faire vos retours, d'ailleurs, vous qui nous écoutez. Donc, comme on disait, on va répondre à vos questions. N'hésitez pas à voter. Moi, les questions, je les trie par vote. Donc, vous pouvez voter sur les questions qui vous intéressent. Donc, n'hésitez pas à les balayer, à poser vos questions et à voter pour celles qui vous intéressent le plus. Donc là, il y a une question qui revient en force, là, celle de Myriam qui vous demande quel est votre tarif annuel pour Compta IDEL. Tu veux répondre? Alors, au niveau des tarifs annuels, donc, en fait, il faut savoir que pour la comptabilité, on a globalement une fourchette de tarifs annuels qui est entre 1 200 et 1 800 euros de manière annuelle. Nous, chez Compta IDEL, on se situe dans la fourchette, on va dire un poil plus haute, aux alentours voilà, des 1 600 euros annuels. Et tout simplement, ça comprend toute une forme d'accompagnement voilà, qui est spécialisé pour les infirmiers et infirmières libérales. Après, bien évidemment, je vous invite fortement, pour celles et ceux qui sont intéressés, à prendre rendez-vous avec moi. On fera un petit rendez-vous, j'ai envie de dire, découverte, où je reprendrai un petit peu tous les tenants et aboutissants et de comment on fonctionne au cabinet. Ouais, excusez-moi, j'ai enlevé la présentation que je vais remettre. Autant pour moi, Nicolas. Hop, je la remets, excusez-moi. Ouais, pour les tarifs, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Moi, j'imagine que c'est une prestation qui peut être plus ou moins sur mesure, donc en fonction de vos caractéristiques, ce sera certainement plus facile d'affiner un prix. D'ailleurs, j'en profite pour dire également, les questions qui vont être posées, là, bon, celle-ci, je ne pouvais pas y répondre parce que je ne connaissais pas la réponse, mais si jamais, j'imagine que je connais la réponse, je vais essayer d'y répondre de façon très vulgaire et vous me reprendrez, si jamais ce n'est pas le cas. Il y a Lydia, du coup, qui nous dit « J'emploie une personne pour faire 2 heures de ménage par semaine que je paie via le site CESU. Puis-je le déduire ?» J'en sais rien. Alors, pour le déduire, déjà, il faut avoir préalablement, comme on a expliqué tout à l'heure, acheté des CESU préfinancés. Et en fait, c'est cette déduction qui passe sur le BNC. C'est l'achat des CESU, pas la prestation à domicile. La prestation à domicile reste du personnel. Mais le CESU qu'on a acheté, donc c'est 2 540 euros annuels, ça, ce sera déductible de l'activité professionnelle, du bénéfice imposable. Mais après, ce qu'on fait avec les CESU, ça reste du perso. Et donc, vous faites ce que vous voulez avec ce CESU. Ok, il y a Myriam qui dit on m'a dit qu'on pouvait passer l'achat d'un ordinateur en charge tous les 3 ans. Est-ce que c'est vrai? Alors, il ne s'agit pas d'une charge. Il s'agit, toutes les charges qui sont payées sur le compte professionnel qui dépassent 600 euros devient une immobilisation. Donc oui, c'est autorisé. Il faut du coup respecter cette règle des 3 ans parce que du coup, sinon ça fait des plus-values de l'imposition complémentaire. Mais cette charge va être séparée entre guillemets en 3 ans. Donc si on achète 1 200 euros un ordinateur, on va passer 400 euros en 26, 400 euros en 27, 400 en 28. La charge est immobilisée sur 3 ans. Donc oui, il est autorisé d'acheter un ordinateur parce qu'il y a un intérêt pour la profession de faire son administratif, par exemple, ou de facturer sur Ozen.
Très clair. Adeline qui nous dit les CESU et chèques vacances font baisser les cotisations URSSAF. Font-elles baisser les cotisations URSSAF et Carpimco? Est-ce intéressant en cas de ZRR? Alors, j'ai pas l'acronyme de ZRR, donc si vous pouviez préciser. L'acronyme ZRR n'existe plus depuis quelques mois. Non, c'est une ZFRR, donc zone franche à de revitalisation rurale, excusez-moi. Alors, la ZRR, ZFRR ou ZFU exonère seulement l'impôt sur le revenu. Okay, donc, il y a des abattements. Par contre, l'URSSAF et la Carpinco restent dus, en fait. Prendre des chèques vacances et des CESU va pouvoir exonérer un petit peu le résultat fiscal. Mais si on est en ZRR ou ZFU et qu'on est dans les plafonds, ça ne sert à rien. Par contre, sur la base de cotisation sociale, pour les CESU, on va pouvoir déduire 100%. Les chèques vacances, c'est que 30% du montant pris sur l'année. Ok, très clair. Il y a Pierre qui nous dit qu'entendez-vous par résultat fiscal pour les chèques vacances? Et j'ai vu une autre question passer qui demandait ce que c'était que le résultat social. Donc, je pense que la distinction mérite peut-être d'être précisée. Très bonne question. Donc, le résultat fiscal, c'est ce qu'on va déclarer aux impôts. Donc, si on fait un bénéfice sur notre activité de, je ne sais pas, 60 000 euros, ces 60 000 euros vont être déclarés sur la 2042 de votre imposition personnelle. Quand on prend des CESU, des chèques vacances, on va rester sur le résultat fiscal. On va prendre ces 60 000 euros et on va enlever sur la déclaration d'impôt le prix des CESU et le prix des chèques vacances. Donc, du coup, on va réduire le résultat fiscal. Qui dit réduction, dit moins d'imposition. Le résultat social, cette fois-ci, ça va être la base de cotisation qui va être pris en compte par l'URSSAF et la Carpinco. Donc, du coup, normalement, c'était le même que le résultat fiscal, à part quand, du coup, on a des chèques vacances, on peut déduire que 30% sur les 100% qu'on a achetés. Donc, si on achète 1 801 euros de chèques vacances, on va réduire 1 800 euros du résultat fiscal, mais par contre, du résultat social, on ne déduira que 540 euros. C'est là où, des fois, il y a des différences sociales et fiscales. Mais ça reste la base du calcul de vos cotisations URSSAF et Carpinco ou de l'impôt sur le revenu, tout simplement. Merci. Il y a Dorothée qui nous dit, qu'il demande si en fin d'année, son compte pro, est-ce qu'il doit être à zéro ou pas? Non, pas forcément. On peut toujours avoir une petite trésorerie. En fait, au fur et à mesure, la trésorerie risque de s'accumuler sur le compte pro puisqu'on a déjà un matelas de sécurité qui est prévu sur ce compte pro. Donc, au fil des mois, à la fin de l'année, il se peut qu'il reste un petit peu d'argent justement sur ce compte-là. Et on peut s'en servir, alors, soit pour investir dans un projet, financer pourquoi pas les impôts, parce qu'on l'a vu que de base, ils sortent sur le compte perso, ils sont payés depuis le compte perso. On peut se servir, on va dire, ce petite trésorerie qui va rester sur ce compte pro. Pas forcément obligé qu'il reste à zéro. Au contraire, justement, comme on le disait, il vaut mieux qu'il y ait toujours une trésorerie, on va dire, de 3 mois de charges fixes qui restent continuellement sur ce compte-là. En fait, il faut prévoir les mensualités prochaines. Si vous pouvez payer vos mensualités et tout a été prévu par votre super comptable, bien entendu, si le compte est à zéro et que derrière, on sait que les mensualités vont être payées avec les encaissements du mois, tout va bien et on peut prendre un peu plus par mois. Ok, il y a Amélie qui nous demande sur quel site on peut acheter les chèques vacances. Alors, il y en a plusieurs, hein. Je ne vais pas faire de la pub, mais Endenred, par exemple, il y a les ANCV sur le site ANCV. En fait, sur Google, ceux qui reviennent le plus souvent, c'est ANCV et Endenred, excusez-moi. Ouais, donc, en gros, sur Google. Sur Google, vous pouvez acheter sur Internet. Et il y a deux types de chèques. Vous l'avez soit en dématérialisé, soit en papier. Bien entendu, avant, on conseille de prendre que des papiers. Malheureusement, les papiers, une fois qu'on a dépassé la date, ils sont caducs. Que les dématérialisés, on peut les garder un peu plus longtemps. Ok, il y a Marilyn qui nous demande comment on fait pour justifier les frais de blanchisserie. Au niveau du coup des frais de blanchisserie, en fait, c'est un forfait qui est déjà validé par le service des impôts. Donc, pas forcément besoin de justificatif. Il faut juste nous donner le nombre de jours travaillés. Ce nombre de jours travaillés va être multiplié par ce forfait. Okay. On va faire une attestation que j'ai travaillé, par exemple, 150 jours en 2025. On va faire 150 fois le forfait fiscal et on déduira ces blanchisseries dans votre comptabilité. Ok, donc si je dis ça d'une façon différente, je n'ai pas besoin d'aller chez le j'ai plus le mot, au pressing, par exemple. Voilà, blanchisserie ou le laveur chez Leclerc. Je peux déduire ce que je nettoie chez moi avec ma propre machine. C'est une très bonne question parce que si vous n'êtes pas d'accord avec le forfait de l'administration fiscale, on peut l'augmenter, mais là, il va falloir le justifier. Donc, si à côté de chez vous, le Leclerc vous dit
Moi, pour laver une blouse, c'est 12 €. Bah, nous, on prendra 12 € si, bien sûr, on a soit un devis, soit une première facture avec ce montant-là. Si vous n'êtes pas d'accord, du coup, avec le forfait fiscal qui est mis en place. Ok. Il y a Virginie qui nous dit en dessous de 600 €, on peut acheter un appareil électronique type téléphone tous les ans. Normalement, non. Pourquoi? Parce que même s'il passe en charge, ça reste un téléphone. Et si un jour, je ne vous le souhaite pas, vous avez un contrôle fiscal, et ben là, c'est, on va dire, un peu jouer sur la corde, me dire, bah, en fait, comme ça passe en charge, qu'on acheter un tous les ans parce qu'il n'est pas immobilisé. Sachez que si vous avez un contrôle, bah, l'administration va regarder toutes vos dépenses. Et donc, s'il voit 5 ou 6 téléphones 5 ou 6 années de suite, là, il y a un peu d'abus parce qu'on a optimisé, entre guillemets, cette fois-ci illégalement, le bénéfice. Un téléphone, c'est 2 ans, hein, pour information, à peu près. À part s'il est cassé. Mais on ne peut pas casser un téléphone tous les ans, à part si vous êtes très maladroit. Ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Quel est donc Adeline qui nous demande quel est le montant pour les cadeaux partenaires sur l'année? Globalement, c'est un petit peu comme les cadeaux patients. Sur l'année, c'est 1 000 €, alors que nous, on admet en tout cas au cabinet, en termes de cadeaux patients, ce qui fait à peu près 80 € par mois de cadeaux patients partenaires, c'est la même chose. Tout est mélangé, en fait. Il faut juste mettre sur le Ticket? ticket cadeau. Alors, pas le nom du patient, parce qu'il y a la Non. RGPD, il y a le secret professionnel, le secret médical. Sur le partenaire, on peut être cadeau comptable. Hein. Bien entendu, on le prendra mal si on voit cadeau comptable, on ne l'a pas eu, donc je vous embête, bien entendu. Mais c'est important de bien justifier, on va dire très globalement, hein, pas de façon précise, mais les cadeaux restent dans le même budget patient-partenaire. Ok, donc si je comprends bien, en fait, il n'y a pas vraiment de règles précises et c'est le jugement de l'expert comptable qui permet de fixer des règles pour valider les comptes. C'est à peu près ça? Non, parce qu'en fait, l'administration fiscale a des forfaits, entre guillemets, des pourcentages. Quand ils vérifient du coup le poste cadeau, ils regardent le pourcentage de votre chiffre d'affaires. S'il est trop élevé, il peut être retoqué. Et nous, on est le garde-fou pour dire ouh là, il y a trop de cadeaux, on va le réduire. On va être un peu plus en perso parce qu'on a le droit en entreprise individuelle de basculer en perso certaines dépenses s'ils sont trop élevés. C'est ça, et globalement, il faut que ça reste des cadeaux cohérents qu'on peut potentiellement offrir à ses patients ou à ses partenaires. Ok, très clair. Et juste pour préciser, parce que je n'ai pas la réponse non plus, mais elle me vient, 1 000 € par an, c'est par patient ou pour toute la patientèle? Pour tout le monde. Pour tout le monde, Pour ça tout le fait monde. beaucoup. Si on a 40 patients, ça fait 40 000 €, Voilà. ça fait quand même beaucoup de Un peu charges. Là, ça ne passerait pas autorisé. Là, j'ai vu, je passe rapidement, Nicolas, une question. Si le pourcentage des cadeaux, on regarde le chiffre d'affaires. Quand nous, on fait le contrôle, nous, en interne, au cabinet. Mais grosso modo, on est sur entre 800 et 1 000 € pour nos infirmières qui font entre 80 000 et 100 000 € de chiffre d'affaires. Ok, très clair. Il y a Claire qui nous demande si les frais de compta sont déductibles de la 2042. Alors, il faut savoir qu'avant, on avait, je pense que ça va être la question, il y avait les AGA, donc les organismes de gestion agréés. Et quand on souscrivait à une AGA, on avait le droit à une réduction de frais de compta. Cette réduction de frais de compta, c'est une réduction d'impôt et du coup, on a gagné de l'imposition, c'était 915 € maximum. Il faut savoir que depuis l'année dernière, elle n'existe plus. Donc, malheureusement, il n'y a plus de réduction d'impôt pour les frais de compta. Si on est au réel, vos frais de comptabilité sont déduits de vos charges professionnelles, donc sur l'alias 2035. Si vous êtes au micro, comme je vous ai expliqué avant, on est dans le forfait de 34%. Donc, les charges que vous avez fait, on s'en fiche un petit peu parce que c'est le forfait. C'est pour ça que nous, au cabinet, on contrôle tous les ans le micro. Si vous êtes au micro et que les charges, en fait, vous êtes en dessous de 34%, on va prendre le micro. Par contre, des fois, le réel est beaucoup plus intéressant parce que qu'est-ce que vous faites, vous, au plus par jour? C'est vous vous déplacez avec votre voiture et très souvent, les indemnités kilométriques vous font passer du micro au réel. C'est ça, et un petit point aussi sur lequel il faut revenir, c'est que, par exemple, en tant que remplaçant, même si je fais 50 000 € de chiffre d'affaires de manière annuelle, c'est pas forcément le micro BNC qui reste le plus intéressant. Si je dépasse le pourcentage des 34% de charges que je génère, et c'est ce que nous on voit en fonction au niveau des chiffres, entre 40 et 45, pourquoi pas, pour cent de charges de manière annuelle, on peut très bien avoir 50 000 € de chiffre d'affaires et faire une déclaration au réel. Et ça devient plus intéressant pour payer toujours moins d'impôts. Il y a Virginie qui nous demande si on peut déduire un crédit voiture en charge avec les frais réels. Alors, ça, c'est très particulier parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si on fait un crédit voiture sur l'activité professionnelle, on va devoir immobiliser le véhicule. Immobiliser, c'est-à-dire une immobilisation, on va mettre des charges tous les ans sur la valeur du véhicule. L'administration fiscale a mis un barème de déduction en fonction de la pollution du véhicule, des grammes de CO2 qu'il émet dans l'air. Ce barème, il est
très réduit. C'est-à-dire que si vous avez un véhicule polluant, on va pouvoir déduire à peu près 9 000 € sur 40 000 €, on va dire, d'acquisition. Donc, ce n'est pas intéressant de mettre un véhicule sur l'activité professionnelle. Surtout que si vous le vendez, eh ben, ça va faire du coup aussi une plus-value. Et une plus-value, on va payer des impôts supplémentaires dessus. Nous, ce qu'on conseille, c'est ne pas mettre dans le patrimoine professionnel le véhicule, donc le crédit non plus, même si on va pouvoir déduire les intérêts, mais l'impact à la sortie est trop élevé sur les gains que vous avez eus pendant la durée de vie du véhicule, parce qu'il y a ce plafond fiscal, tout simplement. Après, il y a le sujet du véhicule électrique, où là, on peut séparer la batterie pour gagner un peu plus d'amortissement. Ça, c'est vraiment au cas par cas. Et nous, comme je vous expliquais tout au début, dans notre lettre de mission, on a un package qui dit qu'on peut évaluer aussi et vous aider dans le choix de votre véhicule. Donc ça, c'est compris dans notre mission. Et on ne facture pas en plus. Et donc, du coup, là, on va voir quel est le plus intéressant pour vous pour souscrire ou pas à un crédit bail, une location ou garder votre véhicule actuel. Très clair. Virginie, c'est la question la plus demandée là depuis quelques minutes. Les chaussures du type basket peuvent-elles être déductibles? Ah, grande question. Donc, moi, je vais vous répondre non. Pourquoi? Parce que c'est des chaussures que vous utilisez tous les jours, le week-end, quand vous ne travaillez pas. Ah, on a perdu la connexion. Non, on vous entend. C'est bon? Ah, ok, c'est bon. Donc, quand vous ne travaillez pas, en fait, vous pouvez mettre les mêmes baskets. C'est comme pour les vêtements. Quand vous ne travaillez pas, vous pouvez mettre les mêmes vêtements. Vous avez une activité qui, logiquement, a une tenue professionnelle. Vous allez me dire, ouais, moi, je ne vais pas aller dans la rue avec des crocs et une blouse. Mais malheureusement, l'administration fiscale n'autorise que ça. Et c'est pour ça qu'elle a mis en place ces frais de blanchisserie, pour pallier justement aux dépenses qu'on ne peut pas faire en termes de vêtements, chaussures, etc. Tout simplement. Ok, alors attendez, je descends les questions parce que j'essayais de remonter pour voir s'il y a des nouveaux votes. Tout ça, on a fait. J'ai une voiture électrique, donc c'est Claire qui demande, elle a une voiture électrique. Est-ce qu'elle peut déduire le coût de la recharge? Alors, tout dépend. Si ce véhicule électrique est dans les immobilisations, il y a l'intérêt professionnel, donc le véhicule qui est déjà, donc on va pouvoir mettre tout ce qui se passe dedans. Bien entendu, dans les frais réels, quand on va faire le contrôle entre les ICA, indemnité kilométrique et frais réels, on peut mettre l'électricité. Mais il faut savoir que dans les ICA, quand du coup on a un véhicule électrique, on va majorer le montant des frais kilométriques de 20%. Et très souvent, il est toujours plus intéressant de rester aux ICA. Mais on peut l'inclure dans les frais réels pour faire la comparaison. Ok, il y a Fabien qui demande, qui vous demande si vous avez une application pour que l'on puisse suivre sa comptabilité au fur et à mesure de l'année. Oui, tout à fait. On a une application donc, pour travailler ensemble, vu qu'on travaille avec toute la France et même dans les dom-tom. Pour le coup, l'application, donc, elle s'appelle Time. Elle nous permet donc de collaborer ensemble, donc récupérer aussi et de synchroniser le compte bancaire dédié à l'activité, le compte professionnel, pour récupérer tout ce que vous allez gagner et dépenser en libéral et mettre à jour la compta pour répondre le plus rapidement possible à vos questions. Et en parallèle, du coup, on va avoir du coup un accès aussi pour pouvoir prendre en photo toutes les factures. C'est une espèce de jet, un cloud. On va pouvoir stocker toutes les factures et toutes les factures que vous allez avoir, tous les documents essentiels en lien avec l'activité, les contrats ou autres. Et ce qu'il y a de bien aussi dans l'application, c'est qu'il y aura accès à des graphiques qui seront mis à jour au fur et à mesure que la compta est mise à jour, qui permet, depuis sa poche, depuis son téléphone, d'avoir un visuel sur sa comptabilité en temps réel. Top, top, top. Il y a David qui nous demande, peut-on développer une CELARL à titre individuel, sachant que le cabinet, lui, est en SCM? Alors, la SCM, c'est un partage de frais. Ok, donc on peut tout à fait exercer soit en entreprise individuelle, soit en CELARL. La CELARL, il n'est pas obligé d'être 2, 3, 4, 5. On peut être tout seul. C'est un critère d'optimisation. Donc, si vous êtes tout seul en CELARL, vous avez le droit. Ça s'appelle une CELARL U, donc unipersonnelle. Et la SCM, c'est juste un partage de frais. En fait, vous allez juste gérer votre activité à vous. Et après, la SCM facturera à votre CELARL en fin d'année, où il répartira du coup le résultat, comme c'est fait normalement actuellement en entreprise individuelle. Ok, alors il y a Christelle qui demande où et comment acheter des CESU et des chèques vacances. Donc pour les chèques vacances, on a répondu. Pour les CESU, c'est le même principe ou pas? Edenred aussi. Voilà. Ou même sur l'URSSAF, normalement, on peut en prendre des préfinancés. Mais Domiserve, merci. Domiserve, on peut acheter des CESU et des chèques vacances. Préfinancés. Bien sûr, le mot le plus important, c'est préfinancé. Il faut acheter les chèques avant de prendre le service à domicile. Et après, quand vous faites votre service à domicile, vous allez sur l'URSSAF, vous déclarez votre salarié et au moment de payer, vous payez en CESU.
vous avez déjà préfinancé. Pour aller peut-être un peu plus loin, ce qu'on peut conseiller aussi, c'est lorsqu'on va utiliser ces chèques CESU préfinancés, c'est peut-être passer par des entreprises aussi. C'est plus simple en termes de gestion. On leur donne les chèques CESU et ils se débrouillent entre guillemets avec ça. C'est plus simple que passer par des personnes. Ok, il y a Séverine qui nous demande si on a un forfait Internet au cabinet, est-ce qu'on peut le cumuler avec le forfait du domicile, sachant que c'est l'endroit où on fait tous nos papiers? Oui, comme elle a bien répondu, comme du coup elle travaille chez elle pour faire son administratif, donc elle n'est peut-être pas au cabinet quand elle fait ses factures ou elle envoie ses factures au comptable, bien sûr, on peut déduire un forfait Internet de sa maison. Par contre, on appliquera un prorata d'utilisation personnelle du forfait Internet qu'on réintégrera en perso. Donc, par exemple, si vous payez 120 €, alors des bêtises, c'est à peu près 60 €, donc 720 € d'Internet par an, on va prendre 50% pro, 50% perso. Bien entendu, dans le forfait Internet, des fois, il y a des options comme Netflix, ça, on devra les enlever. On parle que du forfait Internet. Ok. Et celui du cabinet sera déduit à 100%. Ok, j'ai vu des questions qui se ressemblent. J'ai vu conseillez-vous un leasing et que pensez-vous des LOA? J'imagine que c'est plutôt le même type de question. Et la réponse que j'aurais envie de dire, ça dépend des cas. Donc, je ne sais pas s'il faut argumenter plus. Là, c'est vraiment du cas individuel en fonction des revenus, des dépenses, etc., de la façon de travailler. C'est exactement ça. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, chaque cas est individualisé dans le sens où LOA et leasing, crédit classique, pas crédit, comptant, etc. En fait, c'est votre cas personnel. Moi, si je n'ai pas votre cas personnel, je ne pourrais pas vous dire quel est le plus intéressant pour vous. Votre chiffre d'affaires, votre bénéfice, tout ça, c'est des informations qui vont m'aider à vous aider. Pour le budget véhicule, par exemple. Ça, on le met, nous, dans nos packages parce que c'est très souvent les questions qui reviennent le plus souvent avec les infirmières libérales parce que vous êtes toujours dans votre voiture. Donc, c'est votre outil de travail. Et c'est pour ça que nous, on vous offre cette évaluation de contrat. Bien sûr, il faut avoir un devis comparatif dans plein de concessionnaires différents et pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec un LOA, un crédit classique ou un apport perso. Très bien. J'ai Séverine qui nous demande, et j'ai même complété sa question de façon un peu naïve. Elle nous demande déjà si on peut compter le café, le thé et les produits d'entretien pour le cabinet, donc j'imagine en déduction des charges. Et moi, j'ai même envie de demander, étant donné que je suis infirmier et que je travaille de 6h à 13h, est-ce que je peux déduire tous mes frais de bouche le midi? Oui, tout à fait. On peut complètement payer depuis son compte bancaire professionnel, que ce soit le café, le thé, etc., notamment en tant que titulaire, c'est totalement justifiable. Et pareil pour les frais de repas des midis quand on travaille, ça passe entièrement donc sur le compte bancaire professionnel. On a juste un barème de déductibilité qui s'applique, mais globalement, on le paye depuis le compte bancaire pro. Ce qu'il faut garder à l'esprit, je pense, quand on va faire une dépense, il faut qu'on se demande si de près ou de loin, ça impacte mon activité. Est-ce que cette dépense-là, elle est en corrélation avec mon activité? Si la réponse est oui, alors souvent, c'est déductible. Quelle histoire on va raconter pour professionnaliser la dépense? Et très souvent, comme disait Mathieu, ça peut être déductible. Donc, la question, vous pouvez répondre automatiquement si, dans le besoin de mon activité, j'ai besoin d'avoir du café au cabinet, je reçois des patients, vous voulez un café, je reçois ma titulaire, ma collaboratrice, mon remplaçant, je veux vous prendre un café, ça reste du professionnel. Donc, du coup, c'est autorisé. Ok, donc c'est intéressant. Je ne savais pas qu'on pouvait déduire tous les frais de bouche, même le midi, en plus du café. Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Petite précision, juste pour venir rebondir, on ne peut pas aller faire ses courses, par exemple, dans un hypermarché ou autre, et après le déduire. C'est un petit peu plus complexe. Il faut que ça reste voilà, soit du prêt à manger ou autre. Alors pour tout ce qui est café, on peut. Après, le reste, sinon, c'est compliqué de effectivement justifier toutes les courses de la semaine. Et il y a des plafonds aussi. Donc, par exemple, le plafond actuel, c'est entre 5,25 et 15,45 5,45 €, 5,10 €. c'est ça. Donc, il y a à peu près 15 € déductibles entre ce barème. Mais toutes les dépenses que vous allez faire en dessous de 5,45 €, ils ne vont pas être déductibles. C'est ça. Donc, si on va chez Paul prendre son petit croissant le matin et que ça coûte 3 €, malheureusement, le barème fiscal pour les frais de repas pris seuls vont dire que ce n'est pas déductible. C'est ça. Très clair. Il y a Julie qui nous demande, j'ai vu le code parrainage OZEN 80. Ça apporte quoi? C'est vrai? Ça apporte quoi? Bonne question. Exactement. Vous pouvez du coup prendre directement rendez-vous avec moi. L'objectif, c'est que voilà, on fasse un petit point sur votre situation en libéral, voir aussi si notre offre de comptabilité peut s'adapter à votre activité. À ce moment-là, on peut en discuter et échanger ensemble. Et le code parrainage, du coup, offre un avantage, notamment financier, sur des frais de dossier, mais on y reviendra.
Ok, très clair. Alors, je suis en train de redescendre les questions, on en a descendu pas mal, donc je suis assez content. Il y en avait pas mal de différentes. Alors là, il y en a une que j'ai pas vue, je pense. Christelle, a-t-on le droit de déposer la trésorerie sur un compte sur un compte de dépôt avec un petit gain d'intérêt? Alors oui, on peut faire des comptes d'épargne professionnels, mais comme c'est professionnel, les intérêts qui vont découler de cette épargne devront être mis en revenu. On va payer un peu d'impôts supplémentaires sur les intérêts que vous allez prendre, tout simplement. Et nous, on conseille du coup de prendre la trésorerie en perso et de mettre sur un compte d'épargne personnel. Mm. Voilà, pour éviter justement d'imposer ces intérêts supplémentaires. Ok, très clair. Il y a Juline qui nous demande, s'il vous plaît, est-ce que je peux payer mon assistante maternelle avec les chèques CESU pour les cadeaux possibles, carte cadeau aux associés remplaçants? Un petit peu, alors, au niveau du financement, je pense qu'on est d'accord pour dire. Donc, vous pouvez Oui. prendre vos CESU préfinancés. Donc ça, c'est compte professionnel. C'est vraiment ce que nous, comptables, on doit voir sur l'activité. L'assistante maternelle, oui, on peut la payer en CESU si, bien entendu, elle vous dit « j'accepte les CESU et que je peux, du coup, encaisser vos CESU ». Si elle vous dit en fait, non, je ne les encaisse pas parce que je n'ai pas envie, malheureusement, on ne peut pas la payer. Sur les cartes cadeaux, nous, on déconseille. On déconseille parce que les cartes cadeaux, c'est très mixte, dans le sens où moi, je vais prendre une carte cadeau de 30 €, je vais le prendre pour moi et pas pour mon patient. Donc, l'objectif, c'est vraiment de rester sur des cadeaux qui sont palpables, c'est-à-dire des fleurs, des chocolats, Un du livre, vin, voilà. voilà, quelque chose qui est palpable. Si vous en faites un petit peu dans l'année, on ne verra jamais vous embêter, mais par contre, n'en faites pas trop. Et il faut avoir des petites coupures aussi. Mais nous, on les déconseille quand même au cabinet parce que, Ah, avec notre expérience, c'est des sujets on va dire, de redressement fiscaux qui peuvent être attachés à ces chèques cadeaux. Ok, très clair. Alors en fait, j'ai été assez surpris parce que je vois qu'il y a énormément de questions auxquelles on va pas du tout pouvoir répondre. Donc ça montre bien, on voit qu'il y a plein de petites questions sur des cas concrets. En tout cas, ça montre bien que vous êtes vraiment dans le conseil. La comptabilité, c'est pas juste remplir des documents et récupérer des factures. Il y a vraiment un côté optimisation et cas par cas qui est super intéressant. Quand je vois le nombre de questions, ça m'impressionne. Donc, malheureusement, on ne pourra pas répondre à tout le monde. Donc, je vous laisse. Là, on va s'arrêter dans 3 minutes. Donc, je vous laisse voter pour celle qui vous intéresse le plus. On va prendre encore une ou deux questions. Et je commence. Donc, il y avait des questions pendant que je cherche. Il y a des questions sur est-ce qu'on peut avoir le PDF et le PDF de la présentation. On va vous envoyer un article ou un guide d'ici quelques semaines, quelques jours ou quelques semaines. Donc voilà, vous aurez toutes les infos à disposition. Alors, je remonte dans les classements. Je vais prendre une dernière question. Alors, attendez, je vais demander. Est-ce facile de changer de cabinet comptable? Alors oui, ça peut globalement, si vous avez, et c'est sûrement le cas, un contrat. Dans le cabinet comptable actuel, il y a sûrement un délai de préavis. Ce préavis, il est souvent de 3 mois. Ce qui veut dire que généralement, pour changer de comptable, on va dire pour 2026 par exemple, nous, on peut récupérer la compta à partir de janvier 2026. Donc ça veut dire qu'il aurait fallu dénoncer la lettre de mission avant le 30 septembre de l'année en cours, 2025. Globalement, après, ça dépend aussi, on va dire, avec chaque comptable. On peut briser une lettre de mission et ils peuvent aussi vous laisser partir sans souci. Et nous, à partir donc, de janvier 2025, on peut récupérer la comptabilité avec plaisir. Bien entendu, on a un devoir de confraternité. Donc, avant de vous dire oui, même si la lettre de mission est signée, nous, on va contacter notre confrère pour savoir si on peut vous récupérer, si tout a été fait dans les règles. Si vous voulez vraiment partir, vous pouvez du coup partir à première demande. Par contre, vous serez soumis à des frais de résiliation ou quasiment payer un pourcentage des honoraires que vous devez payer normalement l'année d'après. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien respecter ce délai de préavis, tout simplement. Ok, merci. En fait, il y avait même 2 questions de ce type avec le préavis, donc je pense que vous avez répondu. Je vais en prendre une dernière et après on arrête. C'est Hélène qui nous demande si on peut faire des dons en professionnel et si oui, à quel organisme? Alors, le don, il reste en perso. S'il passe sur le compte professionnel, malheureusement, nous on le mettra en perso. Par contre, on le retiendra pour le mettre du coup sur la 2042, parce que c'est là où ça va tirer le plus d'avantages grâce du coup aux réductions d'impôts liées aux dons. Voilà. Donc on peut le faire sur le compte professionnel,
Ça, c'est autorisé. Par contre, nous, comptables, on ne va pas le déduire du bénéfice imposable. On va le mettre du coup dans votre compte perso de votre comptabilité. Et derrière, on le garde en réserve quand on va faire votre déclaration d'impôt, donc la 2042, que l'on s'en occupe aussi au cabinet, si ça vous donne envie de nous le donner aussi votre déclaration d'impôt. Là, ce don, on va le mettre après dans les dons sur la déclaration d'impôt. Donc après, les organismes, c'est les organismes basiques de l'impôt, soit culturels, soit associatifs. Et après, en fonction du don et en fonction de l'organisme, il y aura différents abattements de réduction d'impôt. Ok, très clair. Écoutez, merci à tous les deux pour la présentation, c'était top. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. Il y a énormément de questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Alors moi, ce que je vous propose, c'est soit vous prenez rendez-vous directement via le QR code, et puis moi, j'envoie à Comptaidel la liste des questions, et ils essayeront de vous recontacter pour pouvoir y répondre. Donc voilà, en tout cas, c'était un plaisir de vous présenter ce webinaire. On en a encore quelques-uns d'ici la fin de l'année. Donc, n'hésitez pas à regarder les mails qu'on va vous envoyer pour voir ceux qui peuvent vous intéresser. Allez, au revoir à tous. Bonne journée. Merci Nicolas. Pour conclure, prenez soin de vos patients, nous on prend soin de vos bilans. Allez, magnifique. Bonne journée. Au revoir.